Voilà, donc je vais maintenant vous présenter un livre qui paraîtra bientôt, le 3 novembre exactement, prochain, aux éditions critiques, et un peu plus tard dans une version un peu modifiée anglaise chez Palgrave Macmillan à New York, un livre qui s'intitule « Une histoire populaire de Cuba de 1492 à nos jours ». Évidemment, c'est un clin d'œil à Howard Zinn et à son fabuleux livre paru en 1980, A People History of the United States. Enfin, c'est un livre absolument magnifique. Si il a été publié en français, ça c'est absolument sûr, mais à Gaunes, je crois. Je crois qu'il est... Bon, enfin, il faut lire ça, hein. Les étudiants, vous devez absolument le lire. Le mien par la même occasion, mais surtout celui de Zinn. Voilà. Donc c'est une sorte de clin d'œil et hommage à ce bouquin magnifique d'une histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn. Pourquoi j'ai voulu, en plus, appeler le mien « Histoire populaire » ? Eh bien, parce que l'intention était de proposer une vision alternative sur l'histoire de Cuba et en particulier sur l'histoire de sa révolution, même si le livre remonte à l'origine, entre guillemets, même s'il y avait déjà des habitants en 1492 sur cette île, mais bon, une vision alternative au flot de propagande et de mensonges déversés contre la révolution cubaine depuis des décennies. Okay ? C'était essentiellement la motivation. Et pour ce faire, je voulais donner une vision de Cuba plus proche de la réalité vécue par le peuple cubain, okay ? Et non pas passer à la moulinette de nos médias dominants qui ne font que soit éviter les sujets, soit tenter d'insulter, de calomnier ou de discréditer, de se moquer même de ce que je considère, moi, comme non seulement un peuple, mais une révolution héroïque. Alors voilà, ça a été ma motivation. Ce n'est pas un livre de vulgarisation. C'est un livre, je dirais, scientifique. Bon, c'est un livre sérieux, c'est-à-dire qui... fournit beaucoup d'informations, okay, y compris par des séries statistiques que j'ai parfois tenté de reconstruire moi-même, disons, mais c'est un livre tout à fait accessible, sans aucune difficulté d'accès, donc c'est un livre grand public. Okay, évidemment, il ne cache pas l'adhésion de son auteur au marxisme, dans la théorie, même s'il n'y a pas de théorie explicitement dans le livre. Je crois que je cite le nom de Marx une seule fois, ce qui est un exploit pour moi, dans un livre. Et c'est un livre qui ne cache pas non plus sa solidarité profonde à l'égard du peuple cubain, okay, dans la pratique, même si ce n'est pas un tract ou un pamphlet de tribune politique, hein. C'est un livre qui, enfin pour ceux qui l'ouvriront, c'est un livre sérieux. Okay ? Alors, l'objectif était donc de fournir un maximum d'informations. Okay ? Les séries statistiques que j'ai compilées ou reconstruites ne sont pas, les méthodes de construction, les méthodes de calcul ne sont pas détaillés, c'était pas le lieu, c'était pas, enfin j'ai pas voulu le faire dans ce livre pour ne pas faire fuir, hein, tout simplement, parce que ça prendrait, le livre fait 428 pages, ça en aurait fait 800, ça n'aurait eu aucun sens. Donc pour ceux qui voudraient savoir comment, quand j'ai construit des séries, comment je les ai construites, je suis à leur entière disposition. On pourra en discuter autant que vous voulez. Bon, mais ce n'est pas dans ce livre qu'ils trouveront le détail de ça. Bon, par contre, c'est un livre qui va donner quelque énergie aux ennemis de la révolution cubaine pour nier l'évidence
des avancées sociales colossales produites par cette révolution pour ce peuple. Ça va déjà être un bon point pour la solidarité, si je puis dire. Et pour ceux qui défendent la révolution cubaine, j'espère qu'ils y trouveront des arguments nouveaux pour l'aimer davantage et pour se battre encore plus pour défendre cette révolution. Voilà. Alors, évidemment, il s'adresse plutôt à un public du Nord, c'est-à-dire avec le souci de fournir des éléments permettant aux lectrices et aux lecteurs de se réarmer intellectuellement, d'acquérir à nouveau une capacité de pensée dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est très important. Que l'on soit autonome, non seulement, je me permets d'insister là-dessus parce que c'est mon travail, et non seulement pour les références à des sources sérieuses et non pas truquées ou pipées ou totalement idéologiquement connotées et hostiles à la Révolution, mais des sources que l'on maîtrise, parce qu'on les a construites, premièrement, et deuxièmement, parce qu'il faut qu'on soit autonome dans notre manière d'interpréter et de juger, entre guillemets, un processus révolutionnaire de cette importance. On ne peut pas se contenter de ce qui est dit dans la presse ou à la télé, ou même par des pseudo-grands spécialistes qui, en réalité, ne font le travail que d'une démolition systématique de la solidarité avec cette révolution. Je me permets, avec tout le respect que j'ai, de dire que ça concerne aussi certains centres de recherche, je dirais, partisans et syndicaux de gauche, qui très souvent, idéologiquement, sont totalement dominés par l'idéologie dominante. Ça, c'est plus possible. Il faut qu'on se débarrasse absolument de cet effet de soumission et de domination intellectuelle. Voilà. Pour les lecteurs du Sud qui liront ce livre, je pense qu'ils seront ravis. Ça va leur redonner, disons, si ce n'est l'espoir, en tout cas une énergie supplémentaire grâce à cette expérience de la Révolution. Quant aux Cubains qui liront le livre, je ne dis pas qu'ils vont s'ennuyer, mais bon, peut-être qu'ils apprendront 2 ou 3 trucs, en particulier sur les relations entre la France et Cuba, mais vous voyez, une des choses les plus importantes qu'a réalisé la révolution cubaine, de mon point de vue, il y en a 1000 autres avant, évidemment, 1 million d'autres avant, mais c'est d'avoir permis au peuple cubain de se réapproprier sa propre histoire. Ça, c'est absolument fondamental. Quand un peuple, non seulement est conscient de son histoire, mais est capable de la reconstruire telle qu'elle a été de son point de vue, alors une grande partie du travail est fait. Et les Cubains l'ont fait. Donc ce livre-là, ils n'en ont pas besoin. Eux n'en ont pas besoin. Voilà. Je suis en train de dire que l'écriture de l'histoire des peuples est un enjeu absolument fondamental de la lutte des classes. Et alors là, pour le coup, on est totalement décimé. Totalement décimé. Et je vais dire jusqu'à l'histoire de France, qui était, depuis maintenant des décennies, déconstruite, détruite, dévastée. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, bon. Donc, les séries statistiques dont je vous parlais ne sont pas sous forme mathématique, mais sous forme de graphiques ou de tableaux. Il y en a une centaine dans le bouquin, plus des annexes importantes, plus une très longue chronologie, quasiment année après année, depuis 1492, de l'histoire de Cuba. Voilà. Alors, je ne vais pas vous présenter l'histoire de Cuba aujourd'hui. Ceux qui sont venus pour ça, je m'en excuse vraiment platement. Comme le séminaire s'appelle « Séminaire Marx au XXIe siècle », je vais vous interpréter l'histoire de Cuba au prisme de Marx, ou du marxisme, ou plutôt des marxismes. Alors, j'en profiterai parce que Marx a écrit, je pense, quelques lignes sur Cuba seulement, extrêmement peu. Mais il a quand même parlé de Cuba.
de façon rarissime, mais à chaque fois de manière extrêmement pertinente. Alors je profiterai de ces incises, ou de ces évocations que donne Marx à propos de Cuba pour vous raconter un tout petit peu rapidement l'histoire de Cuba, avant de basculer sur un certain nombre de points. On verra en fonction de l'heure combien on pourra en passer en revue, si je puis dire, un certain nombre de points tirés de cette interprétation de l'histoire de Cuba au prisme de Marx, utiles pour nos luttes à nous aujourd'hui. D'accord ? Si on peut en faire 5, on en fera 5. Si on peut en faire 10, on en fera 10. 15, on en fera 15, on verra. Je crains qu'on n'en fasse pas beaucoup. Mais c'est pas grave. On se reverra et on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres cadres que celui-ci. Voilà. Alors, bon, Marx parle très peu de Cuba, évidemment, mais j'ai trouvé quand même assez fascinant de constater qu'à chaque fois qu'il en parle à des moments absolument décisifs pour lui, pour le déploiement de sa théorie, de sa pensée théorique, comme aussi pertinent pour l'histoire de Cuba. À chaque fois, ce sont des moments clés de l'histoire de Cuba. Alors, je vous donne quelques exemples. D'abord, dans la Rheinische Zeitung, en particulier dans l'article sur la loi relative au vol du bois, donc paru en 1842, Marx, peut-être que vous connaissez ce texte, esquisse le concept de fétichisme de la marchandise. Okay ? Et l'exemple qu'il donne, c'est l'exemple de Cuba. Ou plus exactement, l'exemple des Amérindiens qui, je le cite, donc pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Cuba, précisément, c'est Atué. C'est le chef, le cacique qui est né à Hispaniola, donc plutôt du côté de l'île La Española, on dit en espagnol, qui est né du côté de Haïti, Santo Domingo, mais qui avait du fait de l'avancée des conquistadors, qui avait fui à Cuba et qui avait continué la lutte contre les conquistadors espagnols dans l'Oriente cubain. D'accord ? Et Marx dit, il ne vous raconte pas ça, hein, mais il dit ces Indiens, ces indigènes de Cuba, je le cite, donc ces indigènes, Atué, voyaient dans l'or le fétiche des Espagnols et le jetaient à la mer pour sauver les hommes. Et effectivement, Atué avait donné l'ordre aux Amérindiens de jeter l'or dans l'eau pour que les Espagnols repartent d'où ils étaient venus. Okay ? Il a fallu qu'ils mettent le doigt là-dessus. Hein. Je dis bien quand il esquisse pour la première fois le concept de fétichisme de la marchandise. C'est pas rien. Alors évidemment, il ne raconte pas toute l'histoire, hein, mais je vous en dis un mot. Donc Cuba est la première grande terre découverte, entre guillemets, aux Amériques, et elle va être insérée au système mondial capitaliste, à l'économie mondiale, mais ça c'est vraiment déjà en construction, un système mondial capitaliste, par une succession de cycles productifs. D'abord, il y a eu un cycle de l'or, puis qui a duré quelques décennies, puis un cycle du cuivre, puis un cycle du bois, puis un cycle du cuir qui a duré très longtemps, plus d'un siècle. Et chacun de ces cycles va insérer un peu plus Cuba dans le système mondial capitaliste, mais toujours de manière systématique par l'ouverture du cycle par un pillage pour chacune de ces marchandises, si je puis dire, et la fermeture par une non-industrialisation, voire quand il y a eu un début, un embryon d'industrialisation, une désindustrialisation. Okay, on va construire des chantiers navals à Cuba, puis donner l'ordre de les fermer depuis la métropole espagnole. On va construire des fonderies cuivreuses à Cuba, puis donner l'ordre de les fermer. Okay, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, entre 1750 et 1850, en très 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 gros, c'est évidemment le début de la spécialisation sucrière. Cuba va devenir d'abord le premier exportateur de sucre mondial, dès le début du XIXe siècle, puis à peu près au milieu du XIXe siècle, va devenir le premier producteur
de sucre mondial, y compris, enfin en cumulant sucre de canne, bien sûr, qui a déjà des siècles d'existence, des millénaires, pardon, d'existence, parce qu'il est... Bon, je ne vais pas vous faire l'histoire de la canne à sucre, j'aimerais beaucoup, parce que c'est absolument fascinant, mais je n'ai pas le temps. En cumulant aussi les récentes productions de sucre par la betterave. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fallu exercer une violence inouïe sur... Cuba, c'est un tout petit pays, hein. C'est grand comme l'Angleterre, hein. Pas la Grande-Bretagne, hein. L'Angleterre. Hein. C'est 111 000 km². C'est tout petit. Hein. Et pourtant, sur cet espace, grand comme l'Angleterre, on a produit le premier niveau de production sucrière mondiale. Je dis ça pour que vous compreniez bien la violence extrême qui a dû s'exercer sur ce peuple pour permettre ça. Parce que le Brésil aurait pu être premier, et ça n'a pas été le Brésil. Le Brésil a tâtonné, puis est passé au café. Bon, il y a eu d'autres cycles, l'or à Minas Gerais. Ça a pris une autre tournure. Ça aurait pu être un pays beaucoup plus grand que Cuba. Non, ça a été Cuba. Okay, et cette spécialisation, elle a été, je dirais, permise, elle a été impulsée par une alliance de classes internationale très puissante entre des classes dominantes locales, évidemment les latifundis, qui sont devenus créoles, qui sont devenus des grands sucriers cubains, et les marchands espagnols qui étaient sur place, et alliance entre ces deux classes-là, dominantes, et des classes que j'appelle sus-dominantes, qui sont celles qui dominaient le système mondial capitaliste. Okay, dans un premier temps, ça a été les élites dirigeantes de la métropole espagnole, et très rapidement, ça a été le capital anglo-américain, et petit à petit, mais assez rapidement quand même, le capital états-unien. Okay, donc c'est cette alliance de classes qui a permis de faire de Cuba ce qu'il est devenu pendant longtemps, plus d'un siècle, premier producteur de sucre au monde. Deuxième exemple, Marx ne vous parle pas de ça, hein, mais bon, il faut qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais enfin, c'est quand même intéressant qu'il en ait parlé de cette histoire de fétichisme de la marchandise. Le capital, on est au chapitre 8, section 3, Marx va nous dire quelque chose comme la production capitaliste produit l'épuisement et la mort précoce de la force, la phrase est compliquée, il faut lire de la force de travail de l'homme, ok, et il continue en disant, en abrégeant la durée de sa vie, la durée de la vie de l'homme, enfin de l'être humain, disons, hein, parce que le capitalisme tue aussi les femmes et les enfants. Quel est l'exemple que Marx donne? On est dans le Capital. Hein. Donc, vous comprenez bien de quoi il parle. Il parle du capitalisme. Et il donne quoi comme exemple? De la barbarie du capitalisme qui va jusqu'à tuer au travail les êtres humains. Il donne l'exemple de Cuba. Mais pas de Cuba en général. Il donne l'exemple du système esclavagiste de Cuba. C'est dire si Marx avait parfaitement compris le continuum qu'il y a entre esclavage et salariat. Okay, avec une gamme, un continuum des contrats, si je puis dire, de travail, de contraints, du plus contraint, l'esclavage, jusqu'au plus libre, entre guillemets, qui reste évidemment un contrat d'exploitation, le salariat. Okay, de la surexploitation, qui tue physiquement, même quand il y a un État qui essaye de raisonner les capitalistes, les travailleurs meurent à la tâche, jusqu'au salariat. Okay, c'est Cuba qu'il va chercher, il faut le faire quand même. Et il ne le fait pas à titre anecdotique, il le fait parce qu'il sait, c'est évident. Entre parenthèses, Marx est génial aussi dans des aspects qu'on ne connaît pratiquement pas. Y compris la plupart des marxistes. Par exemple, je vous conseille de lire les centaines de pages qu'il a écrites sur l'histoire de l'Espagne. Absolument extraordinaire.
Aucun historien, aucun spécialiste de son époque, c'est évident, mais je dirais même postérieur, jusqu'à Villars, aucun n'a atteint ce degré de compréhension de l'histoire de l'Espagne. D'ailleurs, je fais une parenthèse qui n'est pas du tout polémique. Il a étrillé Bolivar dans un bouquin qui est, entre guillemets, une erreur. Mais je pense que la plupart des marxistes n'ont pas compris le point de vue critique de Marx sur Bolivar. Bon, fermez la parenthèse. Si ça vous intéresse, un jour, je ferai une séance là-dessus parce que c'est fondamental. En général, les marxistes n'en parlent pas. Oh, Marx a critiqué Bolivar, qui est un génie total, qui est un héros universel, Simon Bolivar. Mais Marx, il est complètement passé à côté. Il est passé à côté pour des raisons précises qu'il faut comprendre, qui tiennent à l'histoire de l'Espagne et à sa vision de l'histoire de l'Espagne. Passons, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Pardon, de faire perdre du temps. Je reviens à mes moutons. J'en étais où? Bon, c'est pas par hasard que Marx nous parle du système esclavagiste de Cuba. Le système esclavagiste de Cuba, ça a été le plus massif de toute l'Amérique hispanique, de loin. Mais ça a été aussi le plus long de toute l'histoire du monde. 1511, 1886. On pourrait penser que c'est le Brésil le plus long, parce que le Brésil a aboli l'esclavage 2 ans plus tard, 1888. Mais non, l'esclavage au Brésil est plus tardif, 1830, 1530, mais surtout 1570, lorsque la colonisation commence vraiment. Le plus long esclavage de toute l'histoire du monde, c'est Cuba. Pas étonnant que Marx l'ait vu et qu'il nous en ait parlé de la sorte. Alors, je vous dis un mot, même si j'en parlerai plus la prochaine fois. L'esclavage à Cuba, disons, est évidemment lié à la spécialisation sucrière. Okay ? Il faut bien comprendre que le capitalisme et l'esclavage ne sont pas antithétiques, antinomiques, antagoniques. Le capitalisme a fait réapparaître l'esclavage. L'esclavage moderne de plantation est né et est apparu, réapparu, en fait il est apparu tout court, dans les îles de la Méditerranée puis de la circumnavigation de l'Afrique au moment de la naissance du capitalisme. Okay ? Donc, l'esclavage dont on parle, ce n'est pas un mode de production esclavagiste extérieur comme une erreur au capitalisme. C'est le capitalisme, exactement comme l'apartheid avait si vous voulez, d'Afrique du Sud, avait des rapports sociaux qui étaient racistes, qui étaient soumis à des rapports sociaux capitalistes. Donc il faut bien comprendre ça. L'esclavage dont on parle, ce n'est pas un truc archaïque, un truc folklorique, un truc tropical. Non, c'est notre histoire, y compris et surtout du centre du système, c'est-à-dire nos pays. Ce n'est pas un truc extérieur, c'est notre histoire aussi, c'est-à-dire l'histoire du capitalisme. Alors, cette spécialisation, elle a été impulsée par des chocs. Il y en a eu beaucoup, mais disons, les principaux, ça a été l'occupation militaire anglaise de la Havane en 1762, puis ça a été la connexion de l'économie cubaine dès 1776, c'est-à-dire dès la déclaration d'indépendance des États-Unis, au marché nord-américain, qui était en guerre contre l'Angleterre, donc coupé pour l'exportation de leurs marchés principaux, qui étaient les marchés des Caraïbes anglophones. C'est Cuba qui est devenu leur principal débouché aux États-Unis indépendants. Et puis peut-être aussi et surtout la révolution haïtienne, 1791 jusqu'à 1804, qui a fait s'effondrer le système pathologiquement répressif que les Français avaient imposé à Saint-Domingue. 90% d'esclaves, 5% de mulâtres et le reste de colons, garde-chiourme. Haïti s'effondre, c'est Cuba qui prend la suite. D'accord ? Ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est à ce moment-là que ça bascule. Fin du XVIIIe siècle.
Et ça bascule en construisant, donc par l'essor de la production sucrière à Cuba, mais la base productive de cet essor, c'est le système esclavagiste à très grande échelle. Pour un pays comme Cuba, à très grande échelle. Okay, parmi les séries statistiques dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai essayé de reconstruire, c'est extrêmement difficile, évidemment, mais bon, j'ai tenté quelque chose. Je trouve un chiffre de 1,1 million d'esclaves déportés, c'est-à-dire assez probablement le double en termes de ponction sur la population africaine, entre 1511 et 1886 pour Cuba. 1 million et 100 000 déportés esclaves africains vers Cuba. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre parenthèses, quand je dis qu'il faut être autonome sur les données, si on regarde ce que les États-Unis, les grands savants, y compris des prix Nobel, comme Fogel, ont donné comme statistique pour les déportations d'esclaves aux États-Unis, okay, le maximum, c'est 580 000 esclaves sur toute l'histoire des États-Unis. Ce qui est rigoureusement impossible. Il y a eu plus d'1 million d'esclaves déportés rien que sur l'île, vers Haïti, Saint-Domingue, dans la partie française de l'île de Saint-Domingue, okay, au XVIIIe siècle. 1 million. Et dans la statistique habituelle qu'on trouve dans les manuels scolaires de déportation d'esclaves aux États-Unis, les États-Unis, c'est 4 millions d'esclaves au milieu du XIXe siècle. C'est 580 000. Enfin, on va continuer combien de temps à subir des mensonges pareils, okay? Moi, ce que j'ai pu calculer juste pour Cuba, qui est quand même petit, c'est 1,1 million de déportés. Après, on fera le débat après, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pic de la population esclave à Cuba, c'est le recensement de 1841, c'est 436 500 esclaves au travail à Cuba, okay, pour une population d'1 million d'habitants. Ça veut dire que la population, il y a aussi des Noirs libres, mais la population est noire à plus de 60%, okay, au milieu du 19e siècle à Cuba. Ils coupent la canne. C'est des macheteros, ils coupent la canne. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé déjà dans une canette, si vous avez déjà pris une machette et tapé dans une caña, ça peut monter à 6 mètres. Ce n'est pas un travail, c'est l'enfer. L'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre. Faites ça. Vous faites un voyage touristique à Cuba, il y en a encore des canettes. Vous demandez à aller couper la canne 5 minutes parce que je pense que vous serez déjà sur une civière au bout de la 3e et vous verrez ce que c'est. Bon, c'est ça qu'ont fait les esclaves pendant des siècles à Cuba. Alors, voilà, ces chocs exogènes, si je puis dire, sont venus percuter, sont venus surtout surdéterminer des conditions préalables, favorables à la montée en puissance des sucriers à Cuba. Okay, et ils ont impulsé cette insertion de l'économie cubaine dans la spécialisation sucrière en position extrêmement dynamique, mais toujours soumise. Okay, il n'y a pas eu de raffinerie construite à Cuba, ou extrêmement peu avant la Révolution. Extrêmement peu de raffineries. Okay, le sucre était exporté brut vers les États-Unis, et c'est là-bas qu'il était raffiné. Et je vais même vous dire que avant la Révolution, Cuba importait un produit de luxe qui était du sucre raffiné. Okay, c'était le premier exportateur de sucre au monde, mais il importait du sucre raffiné des États-Unis, pour son élite, évidemment. Alors, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Bon, je vais vite quand même, parce que là, j'en suis toujours à Marx, alors que je voulais déjà vous parler des points importants. Bon, Marx va parler de l'histoire de Cuba encore à plusieurs reprises, en particulier dans des articles de la New York Herald Tribune qu'il a écrit. Donc là, ça concerne à peu près les années 1853 jusqu'à 1857-58. Et il va nous parler de Cuba à des moments, encore une fois, pointant des moments tout à fait fondamentaux de son histoire. D'abord,
lorsqu'il va dénoncer l'hypocrisie britannique. Les Anglais ont aboli la traite, 1807, puis aboli l'esclavage, 1833. Donc ils ont sacrifié, si je puis dire, leurs planteurs caribéens, mais ils ont gardé l'hégémonie mondiale en faisant basculer le système mondial vers le salariat, avant tout le monde. Okay, donc ils sont allés produire du sucre en Inde ou à l'île Maurice, par exemple, avec des travailleurs, des coupeurs de canne salariés. Okay, mais Marx dénonce l'hypocrisie anglaise qui se glorifie d'avoir aboli la traite et l'esclavage, mais qui en réalité a continué non seulement à financer les négriers, à financer les planteurs esclavagistes, mais qui a continué même à importer du sucre de Cuba. Okay, la consommation mondiale de sucre, à cette époque, milieu du 19e siècle, 30% est consommée par l'Angleterre et 30% de la production produite par Cuba. Vous voyez que, évidemment, ça ne pouvait que s'emboîter. Donc, Marx va critiquer cette hypocrisie anglaise. Il va aussi, dans d'autres articles, rappeler que Cuba était destinataire de la traite des coulis chinois. Il y a à peu près 200 000 travailleurs chinois du salariat bridé, disons, qui ont été déportés parfois sur les mêmes bateaux, hein, parfois avec les mêmes entrepreneurs de la traite, si je puis dire, que les esclavagistes, principalement de la région de Canton vers Cuba, qui sont venus relayer, si vous voulez, les esclaves au travail dans les plantations. Et c'est beaucoup, 200 000, hein, ça fait vraiment beaucoup. Donc ça s'est étalé sur environ 3 décennies au XIXe siècle. Et puis Marx va aussi, et très souvent, pointer, il parle de Cuba là de manière accessoire, je dirais, mais il va insister sur la montée en puissance du capital hégémonique anglo-américain. Okay, et effectivement, c'est un point tout à fait fondamental qu'il ne développe pas du tout, hein, mais c'est, je crois, un point fondamental. En tout cas, dans mon livre, c'est c'est tout à fait central, ce point-là, puisque je défends en fait la thèse que sous la domination coloniale politique espagnole, la vraie dépendance de Cuba est économique. Elle a été très précoce et elle s'est nouée par rapport au capital états-unien et non plus seulement anglo-américain. Okay, donc, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est extrêmement important de comprendre, surtout pour nous, Européens, de comprendre que Cuba est entré dans la dépendance de l'économie des États-Unis très, très, très tôt. Je dis dès 1776. Et ça n'a fait que se renforcer tout au long du 19e siècle. OK ? Ça veut dire que... Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis que c'est important ? Parce qu'il y a eu aussi, disons, il faut comprendre qu'il y a une imbrication de l'histoire des États-Unis et de l'histoire de Cuba. Une imbrication. Réellement. Et c'est, ou disons, une induction extrêmement forte. Okay ? Si vous voulez, Cuba était la périphérie d'une métropole qui n'était plus l'Espagne, mais déjà les États-Unis, dès la fin du 18e, début du 19e. Okay ? Et c'est ça qui nous permet de comprendre le traitement si spécifique que les États-Unis ont encore aujourd'hui à l'égard de Cuba. Vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas d'embargo contre le Vietnam, dont le gouvernement se réclame tous les jours du communisme. Vous êtes jamais demandé pourquoi il n'y a pas un embargo contre la Chine ? Ce serait rigolo, ils ont essayé de le faire un peu avec leur guerre commerciale, mais bon. Mais pourtant, le gouvernement chinois, même si on ne le croit pas ici, ça c'est notre problème, mais se revendique tous les jours du communisme. Pourquoi les États-Unis infligent-ils ça à Cuba ? Pourquoi cet embargo ? Pourquoi cet entêtement ? Pourquoi cette inhumanité ? Pourquoi cette sauvagerie ? Parce que l'explication plonge dans les racines de l'imbrication de leurs deux histoires.
Ils ne s'y font pas. Voilà. Cuba, c'est à eux. Ils n'arrivent pas, depuis 1800, avant la doctrine Monroe, ils considéraient que Cuba devait leur revenir. Et ils ont encore toujours ça dans la tête. Cette connerie, je vais dire, ils l'ont toujours dans la tête. Ils n'arrivent pas à lâcher le morceau. Et ils occupent encore une partie du territoire cubain, il ne faut pas l'oublier. Je suis en train de vous dire que l'embargo, ce n'est pas seulement une souffrance inhumaine, inacceptable, insupportable infligée au peuple cubain, et qui explique pratiquement tout des pénuries à Cuba. Pratiquement tout. Vous me comprenez bien ? Ce n'est pas le socialisme qui explique les pénuries à Cuba. Je vais vous dire même, c'est même pas la chute de l'Union soviétique, parce que Cuba a continué à lutter après la chute de l'Union soviétique. Le soviétisme est mort avec l'Union soviétique, mais le socialisme continue d'exister. Il va falloir qu'on le comprenne ici en Occident, en France en particulier, que le socialisme est toujours là, qu'il vit toujours, parce que la révolution cubaine, entre autres, parmi d'autres, continue de lutter et est toujours debout. Ça, ce sont des choses très importantes. Je suis en train de vous dire que l'embargo est une guerre contre Cuba, une guerre non déclarée, avec la complicité des autres. Ce n'est pas parce qu'on vote un jour d'octobre, une fois par an, à l'Assemblée générale des Nations unies pour la levée du blocus du gouvernement français et les autres, que ça suffit. On est couché devant les États-Unis, on continue à accepter l'extraterritorialité de l'embargo des États-Unis contre Cuba. L'embargo des États-Unis contre Cuba est un crime contre l'humanité. Vous comprenez ça ? Au sens de la Convention de Genève, c'est une tentative de génocide contre tout un peuple, y compris ses vieillards, y compris ses enfants, qui interdit, vous comprenez bien, l'importation de péridurale pour l'accouchement des femmes, qui interdit l'importation de médicaments pour les protocoles de traitement de cancer pédiatrique. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Heureusement que Cuba s'est inventé elle-même, ses capacités de défense pharmaceutique et biotechnologique. Sinon, c'est un génocide qui était prévu. D'ailleurs, c'est le but de cet embargo. Donc, il faut bien réaliser ce que c'est. Ce n'est pas un prétexte, comme on dit parfois à gauche, mais quelle honte, quelle absurdité, quel aveu d'ignorance totale, crasse des forces de gauche quand elles disent quand les Cubains disent « Oh, mais il y a le blocus, en plus, ce n'est pas un blocus, c'est un embargo ». Évidemment, c'est l'ONU qui appelle ça un embargo. Mais c'est un blocus. C'est un blocus, c'est un acte de guerre. C'est une tentative d'imposer aux alliés des États-Unis le blocus contre leur avis même. Si ce n'est pas une guerre, qu'est-ce que c'est contre Cuba ? Donc, cette affaire est grave. Il faut bien comprendre. Hein. Le blocus, ce n'est pas un prétexte inventé par les Cubains pour se disculper d'erreurs. Ils en font des erreurs et un paquet. Mais ils le reconnaissent en général. Exactement comme l'impérialisme n'est pas une fiction de l'imaginaire marxiste. Non, l'embargo, c'est une tentative de génocide contre tout un peuple. C'est grave. J'arrête là. Bon, ça va bien avec Marx. Ensuite, le système esclavagiste, il est entré en crise. Bon, il a commencé à... Où j'ai mis mon portable ? Il est entré en crise parce qu'il ne se réforme pas, ou mal, et aussi, et surtout, parce que les esclaves se sont soulevés, ont lutté pour leur émancipation. Alors, ça a entraîné, évidemment, ce déclin ou cette déliquescence du système esclavagiste à Cuba, qui continuait à être le premier producteur de sucre au monde. Ça a entraîné une instabilité gigantesque, séculaire, je dirais, de la vie politique à Cuba. D'accord ? Cuba est passé par une série de crises économiques dont l'épicentre était toujours situé en dehors d'elle-même, qui venait de Grande-Bretagne ou des États-Unis principalement, mais surtout par plusieurs guerres civiles, entre guillemets. Mais en fait, ce sont des guerres d'indépendance. Première guerre d'indépendance, la guerre des 10 ans, 1868-1878. Deuxième guerre d'indépendance, 1895-1898. Alors, la première a échoué, en particulier du fait de la division
des forces indépendantistes, et la seconde a réussi pour des raisons tout à fait, que je n'ai pas le temps de développer, mais qui sont expliquées dans le livre. Bon, c'est pas rien cette deuxième guerre d'indépendance de Cuba. L'Espagne a envoyé à peu près une armée de 300 000 hommes. Okay, ça faisait à peu près un soldat espagnol pour 5 ou 6 Cubains. Pas soldats cubains, hein. Cubains, y compris les gosses et tout ça. D'accord ? Ça, c'est un record inégalé dans l'histoire de la répression mondiale. On n'a jamais eu ce rapport, y compris dans une guerre de libération nationale. Okay ? Et puis ensuite est venu le temps des occupations militaires états-uniennes, donc il y en a eu tout un paquet. Et 1898 jusqu'à 1902, puis 1906, puis 1912, puis 13, puis en fait quasiment chaque année, les États-Unis ayant mis la main sur la baie de Guantanamo, qu'ils refusent toujours de restituer aujourd'hui, hein, où ils torturent allègrement, où ils emprisonnent tout le monde dans une zone de non-droit dont personne ne se préoccupe finalement, hein, on s'en fout un peu en Occident, hein, qu'on torture là-bas. J'ai même entendu des gens qui disaient ah oui, j'ai entendu qu'on torture à Cuba. Comment ça, on torture à Cuba ? Oui, à Guantanamo. Donc il y a des gens qui ne savent même pas qu'en fait il y a une base états-unienne à Guantanamo, que les États-Unis occupent une partie du territoire, qu'ils l'ont transformé en une usine de mort. Alors voilà. Ensuite est arrivé le temps où Cuba est entré dans la dépendance totale des États-Unis, économique, financière, politique, militaire, évidemment, avec tous les crimes, toute la pourriture qui va avec. Hein. Je vous donne un exemple. Lucky Luciano et Meyer Lansky, donc les parrains de la mafia sicilienne et de la mafia juive aux États-Unis, se rencontrent, deviennent grands copains. D'ailleurs, avec Batista, c'est une amitié aussi sincère qui s'établit entre trois. Et la conférence nationale, donc pour unifier les différents groupes mafieux aux États-Unis, s'est tenue en 1946 dans le somptueux Hôtel National de la Havane et avait invité en divertissement de ces mafieux Frank Sinatra. Okay ? Donc Cuba, c'était vraiment une extension non seulement des États-Unis, mais même de la mafia états-unienne, hein, avant la Révolution. Alors, bon, je vais vous parler, je vais arrêter là sur l'histoire à proprement parler, à partir de Marx, et je vais maintenant vous pointer un certain nombre de problématiques qui me semblent être importantes pour nous aujourd'hui, pour nos luttes. Le premier point concerne le concept et la réalité du prolétariat, et plus précisément du prolétariat et de la lutte anticapitaliste. Ça me paraît d'actualité. Alors, vous avez bien compris qu'il y a eu l'esclavage et puis ensuite la transition au salariat, mais à Cuba, ça s'est fait dans des conditions... Donc, Cuba est toujours premier producteur de sucre au monde à l'époque, donc on est à l'époque sous domination, enfin sous protectorat, si je puis dire, entre guillemets. Disons, Cuba est une néocolonie des États-Unis, donc entre 1898 et 1958, et la transition au salariat se fait, il faut bien comprendre ça, avec une majorité. Évidemment, la récolte de la canne, c'est 4 mois, entre 3 et 5 mois, disons. Et le reste du temps, les travailleurs de la canne sont chassés des plantations et vont ailleurs. Il n'y a pas d'emploi alternatif, c'est une misère totale et tout. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que les travailleurs du sucre, c'est-à-dire les travailleurs des plantations, les macheteros, les coupeurs de canne, des ouvriers agricoles, et les travailleurs des centrales qui deviennent des usines, de véritables usines très modernes, des centrales sucrières. Okay ? Les uns et les autres sont salariés. Okay ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
il y a une jonction, un pont qui est fait par le salariat entre travailleurs agricoles et travailleurs industriels, si je puis dire, du même secteur. Vous comprenez bien? Et ça, c'est la majorité de la main-d'œuvre à Cuba, pendant longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu rapidement une compatibilité, disons, entre les revendications ouvrières standards, c'est-à-dire d'augmentation des salaires, et la revendication historique du paysanat, pas seulement Cuba, mais du paysanat mondial, c'est-à-dire l'accès à la terre. Augmenter les salaires et accéder à la terre, c'était d'une certaine manière le même combat. Vous comprenez? Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on peut parler au sens strict du terme d'un prolétariat. Et c'est ce prolétariat qui combinait des travailleurs agricoles et des travailleurs industriels qui a permis l'alliance historique entre ouvriers et paysans qui a été le socle de la révolution cubaine. Vous comprenez? C'est quelque chose de très important à saisir. Ce n'est pas une révolution paysanne, entre guillemets, comme les autres. Et idéologiquement, il y a eu aussi une évolution de ce prolétariat dans la continuité des soulèvements esclaves, dans la continuité des guerres d'indépendance. Les mouvements, disons, les luttes de ce mouvement prolétarien, si je puis dire, ont aussi connu une radicalisation. Okay? Elles sont passées d'un certain réformisme initialement à des positions beaucoup plus révolutionnaires, et elles l'ont fait d'abord par l'influence de l'anarcho-syndicalisme qui était venu évidemment par l'Espagne, hein, les travailleurs, les peones ou les travailleurs pauvres espagnols qui arrivaient à Cuba en masse apportaient aussi les luttes ouvrières de l'Espagne à l'époque. Et de plus en plus est montée la revendication nationaliste. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nationalisme, pour un pays du Sud, peut être progressiste. Et dans le cas de Cuba, il a été non seulement progressiste, mais il a été tout simplement révolutionnaire, en particulier grâce à José Martí, donc à la fin du XIXe siècle, qui peut être considéré comme le héros du mouvement de libération nationale à Cuba. D'accord? Et ce n'est que progressivement, donc, il y a eu donc, ce mouvement de radicalisation, de basculement de l'anarcho-syndicalisme au nationalisme, et puis petit à petit de fusion, je dis bien, de ce nationalisme avec le marxisme. Et pour ça, il a fallu ce que je suis en train de vous dire est d'une actualité totale. Hein. Je suis en train de vous parler du 19e siècle et du début du 20e siècle à Cuba, mais concrètement, ça nous parle aujourd'hui aussi. Donc, rapprochement, puis progressivement fusion entre nationalisme et marxisme. Ça veut dire quoi? Entre José Martí et Karl Marx, concrètement. C'est-à-dire que pour la Révolution, il a fallu un métissage du marxisme. On n'a pas imposé le marxisme allemand, les moustaches, la barbe, le machin. Ils ont la barbe, les moustaches aussi à Cuba. Hein. Mais c'était tout autre chose. Enfin, il fallait un syncrétisme. Il fallait une idiosyncrasie, comme on dit là-bas. Il fallait cette fusion entre nationalisme et marxisme. Donc, le mouvement du nationalisme a pris une toute autre trajectoire au sud qu'il a pris au nord, chez nous, où il est devenu raciste, où il est devenu... enfin bon, je n'ai pas besoin de vous faire les détails, vous connaissez ça par cœur. Okay? Donc, il a fallu des hommes à Cuba, ils sont appelés Baliño, ils sont appelés Carlos Baliño, qui est très, très, très important, ou Mella, très important aussi, beaucoup plus jeune, la génération d'après. Baliño, il a créé le Parti révolutionnaire avec Martí, et il s'est retrouvé avec un tout jeune qui s'appelait Julio Antonio Mella, ils ont créé ensemble le premier parti communiste de Cuba, 1925. Donc, ce sont des gens absolument fondamentaux, hein, ça. Des passeurs aussi fondamentaux que les grands, que les plus grands. Voilà. Et tout ça s'est fait, donc, progressivement, a amené, disons progressivement, à une convergence des forces révolutionnaires sous le commandement de Fidel Castro jusqu'à
la création du nouveau Parti communiste de Cuba en 1965. Okay, je vais en dire un mot dans un instant. Et là encore, des hommes et des femmes ont eu un rôle absolument fondamental. Par exemple, Raúl Castro ou le Che dans la guérilla. Eux étaient communistes. Fidel n'était pas communiste à l'époque, mais eux étaient communistes dans la guérilla. Et dans la lutte urbaine, il y a eu d'autres figures très importantes comme Carlos Rafael Rodriguez ou Raúl Roa, des gens comme ça, ou d'autres encore, Antonio Guiteras et beaucoup d'autres. Okay, voilà, le tout s'est fait sous le commandement de Fidel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il y a encore une autre spécificité de Cuba, je dis bien, Fidel ne vient pas du communisme. Donc c'est la première fois dans l'histoire, à cette époque, 1965, que des communistes, je dis la première fois depuis la Troisième Internationale, depuis 1919, que des communistes acceptent une direction qui n'est pas issue du Parti communiste. Jamais ça ne s'était vu dans l'histoire. Hein. Donc c'est pas rien. Okay, les leaders communistes de l'époque ont clairement dit c'est parce que c'était lui. C'est parce que c'était Fidel. Il y avait même pas... Fidel n'a pas fait autorité pour s'imposer. Il a dit 1000 fois qu'il s'inquiétait même de la concentration du pouvoir qu'il avait. Mais c'est que tous, je dis bien, toutes et tous l'ont voulu. Ça, il faut accepter ça. Si on ne l'accepte pas, on ne comprend rien. Et on répète comme un perroquet que Cuba est une dictature, que c'est la peur, que les gens tremblent. Mais Fidel est dans chaque cœur à Cuba. On ne peut pas l'enlever, ça. Cette réalité-là, on ne peut pas l'enlever. On peut taper dessus tant qu'on veut. On n'enlèvera pas cette évidence-là. Fidel, c'est Fidel. Ya. Qu'on le veuille ou pas. Après... Donc, première fois qu'un parti communiste, le PSP, le Parti socialiste populaire, c'est comme ça qu'il s'appelait à Cuba à l'époque, accepte une direction qui n'est pas de son parti. Alors évidemment, vous imaginez la tête un peu des soviétiques et tout, hein, ça se fait pas, quoi. Bon, ils l'ont fait, les Cubains. Je suis en train de vous dire quelque chose de très important. Ce que j'appelle, moi, projet communiste cubain. OK ? Projet communiste cubain. C'est quelque chose de tout à fait spécial. Quelque chose qui a fait fusionner, qui a fait s'imbriquer les luttes pour l'égalité de tous les êtres humains, pour l'indépendance nationale et pour le progrès social. En d'autres termes, qui a fait fusionner les luttes antiracistes, c'est-à-dire contre l'esclavage, les luttes anti-impérialistes, c'est-à-dire contre le colonialisme, pour l'émancipation nationale, et les luttes d'émancipation sociale, les luttes anticapitalistes, c'est-à-dire les luttes pour le socialisme. Vous comprenez ça? C'est très, 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 très important. Si on saisit un de ces, l'antiracisme, l'anti-impérialisme, l'anticapitalisme, en général, on a du mal à l'articuler chez nous. C'est compliqué. Évidemment qu'à gauche, on sait les articuler plus ou moins. Mais à Cuba, ils ne s'articulent pas. Ils ont fusionné. C'est ça, le projet communiste cubain. D'une certaine manière, si vous étudiez le processus révolutionnaire au Vietnam, c'est un peu pareil. Le nationalisme est indissociable du socialisme. Absolument indissociable. L'un ne va pas sans l'autre. Et réciproquement. Voilà. Si on veut comprendre l'attachement des Cubains à ce projet communiste, ce n'est pas quelque chose de farfelu, ce n'est pas des baïonnettes qui viennent les menacer le matin à 6h ou à 5h, ou dans la nuit, ou terroriser les gens, ou les frapper, ou les torturer. C'est quoi ça? C'est bon pour BFM Télé? Non, non. Si on veut comprendre la solidité de ce processus révolutionnaire-là, il faut comprendre ça. Il faut comprendre les luttes séculaires qui ont commencé avec les luttes amérindiennes, qui se sont poursuivies des siècles par les luttes pour l'abolition de l'esclavage par les esclaves eux-mêmes, puis les luttes pour l'indépendance qui ont fait couler beaucoup de sang.
et où d'ailleurs, dans la deuxième guerre d'indépendance, plus de 60% des troupes mambis, c'est-à-dire des troupes indépendantistes cubaines, étaient noires ou métisses. Vous comprenez? Je veux dire, même le rapport au problème du racisme, à la couleur de peau, il se pose en des termes différents à Cuba. Les Noirs n'ont pas à mendier. Des compensations, je veux blesser personne. Je sais que ces choses-là sont très douloureuses. À Cuba, les Noirs savent ce qu'ils ont fait pour l'indépendance nationale et pour la révolution socialiste. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'essentiel des gens qui fuient Cuba, les gusanos et tout, étaient très blancs de peau et très riches. Je ne dis pas que des Noirs partent pas, hein. Il ne faut pas être idiot. Mais vous comprenez, les choses sont plus complexes, sont plus à nuancer et en même temps plus à radicaliser qu'on le dit en général. C'est pas simple la vie. C'est pas simple. Il faut être respectueux de tout ça. Deuxième point, la conscience et la combativité, je dirais, anti-impérialiste du peuple cubain. Qu'est-ce que c'est que l'anti-impérialisme? D'abord, je dis bien, il s'est articulé avec la lutte anti-raciste. Okay? J'en parlerai plus la semaine prochaine. Mais l'une des dimensions fondamentales du projet communiste cubain, c'est cet anti-impérialisme. Il vient de très loin, okay? Alors que l'impérialisme lui-même a surgi en quelques années, à la fin du XIXe siècle, par la concentration de pouvoir extraordinaire que les oligopoles financiers des États-Unis ont eu d'abord sur leur propre territoire, puis partie à la conquête du monde. Okay? Donc l'impérialisme a surgi très vite, mais l'anti-impérialisme cubain est quelque chose de profond aussi. Il faut le prendre au sérieux. Parce qu'il est aussi latino-américain. Évidemment qu'il plonge ses racines dans la première vague d'indépendance latino-américaine du début du XIXe siècle. Okay? Mexique, Argentine, Venezuela. Je veux dire par là que bien sûr qu'il a à voir avec Simon Bolivar. Mais Simon Bolivar lui-même, c'est un Vénézuélien, c'est pas un Cubain. Hein. Mais Simon Bolivar, El Libertador, c'est pas rien. Hein. Il est lui-même empli de l'héritage de la Révolution française. Okay? Il est venu ici, en France. Il est lui aussi, d'une certaine manière, un produit de la Révolution française qui a fait des millions de disciples en Amérique latine à l'époque. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est l'invasion des troupes napoléoniennes françaises de l'Espagne qui explique aussi la mise en mouvement de cet extraordinaire mouvement indépendantiste en Amérique latine. Okay? Donc, et d'ailleurs, je suis en train de vous parler de tout à la fois, mais peu importe. Il faut aussi comprendre, l'Espagne, c'est pas un truc archaïque, hein, l'histoire de l'Espagne, c'est pas la réaction, c'est pas l'obscurantisme, c'est pas l'obscurantisme religieux, c'est pas ça l'histoire de l'Espagne. Hein. Sinon, on ne comprend pas d'où est sortie la République espagnole, l'antifascisme, les brigades internationales, on ne comprend rien si on voit l'Espagne comme ça. L'Espagne, c'est aussi la première guerre de libération nationale contre les armées françaises. C'est-à-dire les fils de la victoire de Valmy, vive la nation, pour la première fois de l'histoire, se sont confrontés à quoi? Évidemment, à des curés, à des réactionnaires en Espagne, c'est évident. Mais surtout à un peuple qui lui aussi voulait la liberté nationale. Tout est compliqué. Et cette lutte, d'ailleurs, Napoléon a perdu en Espagne, avant de perdre en Russie, aux deux extrémités de l'Empire. Hein. Mais dans le même mouvement, se met en branle l'émancipation de l'Amérique latine, sauf Cuba et Porto Rico, mais sauf Cuba. Cuba est à l'écart de ce mouvement, mais évidemment est concerné aussi par ce mouvement, parce qu'il y a eu des passeurs entre latino-américains, entre Simon Bolivar et José Martí, en particulier le Chilien Francisco Bilbao, qui est très très important, qui est un auteur très important, parce que Bolivar a compris déjà, non pas l'impérialisme, mais ce que va devenir le Nord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que José Martí le voit absolument clairement, et le dit. Il dit
le danger que représentent les États-Unis pour Cuba et pour toute l'Amérique latine, mais pas n'importe quels États-Unis. Les États-Unis qui sont en train de devenir impérialistes. Pourquoi ? Parce que les oligopoles financiers ont la main sur l'économie des États-Unis. Okay ? Les JP Morgan, les Rockefeller, les mêmes groupes financiers qu'on connaît aujourd'hui. Si vous allez à Chicago, vous verrez une tour avec JP Morgan, c'est les mêmes. Ce sont les descendants des JP Morgan qui tenaient Cuba entre 1914 et 1929, grosso modo, avant que d'autres empires financiers, les empires Rockefeller, mettent la main sur Cuba entre 1933 et 1958. Okay ? C'est la même finance qu'on a devant nous, c'est celle qui a saccagé Cuba après la guerre d'indépendance. D'accord ? Bon, troisième point. À Cuba, la révolution a triomphé. Mais pas seulement. Elle s'est consolidée. D'abord, elle était nationale libératrice, disons, éprise de justice sociale, emplie d'éthique, de morale. Et elle s'est approfondie par la radicalisation de la réforme agraire, par la nationalisation des moyens de production, et elle a permis de passer de l'anti-impérialisme, dont je viens de parler, à l'anticapitalisme. Évidemment que les États-Unis ont aidé, d'une certaine manière. La finance états-unienne a tellement saccagé le pays, a tellement fait assassiner par les dictateurs pro-états-uniens de Cuba à l'époque, les Machado et tout ça, qu'ils ont aidé à faire venir la révolution. Mais ensuite, l'agressivité des États-Unis, le blocus, les tentatives d'assassinat, les mitraillages de population, les bombes jetées sur des centrales sucrières, les tentatives d'invasion militaire avec la baie des cochons et tout ça a hâté la liquidation du capitalisme à Cuba et a permis, disons, je vais dire, le rapprochement avec le camp socialiste. Pas seulement l'URSS, la Chine aussi, la Chine populaire. Et Cuba a été le pays le plus important, je dirais, dans la tentative de rapprochement de l'Union soviétique et de la Chine populaire, juste avant le schisme sino-soviétique. Okay ? C'est Cuba qui a eu un rôle absolument majeur, et je ne dis pas naïf, mais la révolution était toute jeune, et les Cubains ont cru qu'ils pouvaient maintenir un front unitaire de lutte contre l'impérialisme en évitant la guerre, parce que ça s'est terminé en guerre, entre l'Union soviétique et la Chine populaire. Bon, donc Cuba est devenu un enjeu majeur dans la confrontation entre les deux superpuissances, au point de frôler la guerre nucléaire, avec la crise des fusées. Et tout ça, cette période-là, donc de déclaration du caractère socialiste de la Révolution et d'approfondissement de la transition socialiste, tout ça a été accompagné par un renforcement de l'armée, des forces armées révolutionnaires, les phares, mais aussi des organisations de masse, en particulier les CDR, les comités de défense de la Révolution, et a permis aussi, a permis la création du nouveau Parti communiste cubain, en 1965. Et en plus, ça a alimenté un esprit d'endurance, un esprit de résistance, un esprit d'héroïsme absolument magnifique, extraordinaire. Voilà. Alors, je suis en train de vous dire que le socialisme à Cuba, il n'a pas été importé, il n'a pas été imposé, il a été le point d'aboutissement logique du processus, de l'approfondissement du processus révolutionnaire cubain. Cuba, ce n'est pas la Roumanie, ce n'est pas les troupes soviétiques qui rentrent avec un parti communiste de 600 membres, dont 400 juifs hongrois qui ne parlent même pas le roumain. Ça a donné Ceausescu. Non, Cuba, c'est pas ça. C'est même à l'opposé de ça. C'est un peuple qui, pendant des siècles, a lutté jusqu'à aboutir logiquement au socialisme.
au projet, ce que j'ai appelé projet communiste cubain, qui fusionnait toutes les revendications. Ça veut dire quoi? Quatrième point, permettez-moi encore un tout petit peu, après j'arrête, parce que peut-être que vous n'en pouvez plus. Qu'est-ce que c'est? Bon, projet communiste, c'est bien beau. C'est magnifique comme expression, enfin, de mon point de vue. Il n'y a pas assez de gens qui partagent ce point de vue, à mon avis, mais je crois que dans la salle, vous êtes quelques-uns à le partager. Mais si on entend projet communiste par, disons, projet marxien de transition au communisme, c'est-à-dire d'abolition de la valeur, d'inversion de la subvention du travail, du dépérissement de l'État et tout. Non, il ne faut pas le chercher à Cuba, mais il ne faut pas le chercher tout court, parce que ni en Union soviétique, ni en Chine populaire, ni nulle part, il en a été question. Pourquoi? Pour tout un tas de raisons. Disons, le symptôme, la manifestation du fait qu'on ne peut pas parler de projet marxien, au sens strict du terme, au sens théorique du terme, du concept marxien de passage au communisme, parce qu'un État est resté. C'est-à-dire que la lutte des classes est restée. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pourquoi un État a dû rester, a dû perdurer, persister à Cuba? À mon avis, pour 3 raisons. Premièrement, l'agressivité extraordinaire des États-Unis, démentielle des États-Unis. Il faut comprendre, il y a 3 jours, la mission diplomatique de Cuba à Washington a reçu des cocktails Molotov. Hein. Vous me direz, les Français se font canarder au Niger. On l'a peut-être un peu cherché, non? Vous avez vu l'augmentation du prix de l'uranium? Non, vous n'avez pas vu? Bon, de 0,8 € à 200 €. On ne le payait pas cher, hein, l'uranium. Bon, donc je ne suis pas en train de justifier des actes de violence éventuels contre des citoyens français au Niger. Hein. Ce n'est pas ça dont il est question. Hein. Je suis juste en train de vous dire que la guerre que subit Cuba venant des États-Unis est permanente. Elle est quotidienne, jusqu'à avant-avant-hier. Donc, face à ça, il a fallu maintenir un État. On n'a pas parlé de dépérissement. Je vais presque vous dire, tant mieux. J'aurais aimé. Mais avec l'impérialisme en face, comment on fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que l'armée dont j'ai parlé tout à l'heure, le pouvoir de l'armée, ce n'est pas l'armée de l'Ancien Régime, hein. C'est l'armée issue de la guérilla, à base principalement paysanne, puis ouvrière. C'est ça l'armée de Cuba. C'est cette armée-là qui a défendu la révolution, mais pas toute seule, parce que le peuple entier est resté en armes pour défendre quotidiennement sa révolution. Le rôle des soviétiques a été absolument majeur. Sans les soviétiques, la révolution, à mon avis, serait tombée. Militairement, hein, parce que l'impérialisme aurait fini par l'abattre. Mais disons que ce que je suis en train de vous dire, quand même, c'est l'effort gigantesque, y compris en termes de militarisation de l'économie, imposé par l'impérialisme à la société cubaine. Le peuple cubain a dû rester en armes pour défendre sa révolution. Deuxième facteur, pourquoi l'État est resté? Parce que malgré le passage au socialisme, malgré l'approfondissement même de l'avancée vers le communisme, le système mondial capitaliste a continué à exercer une emprise sur Cuba par l'embargo, mais aussi par les marchés internationaux. Y compris, je vais vous dire, lorsque l'Union soviétique payait le sucre cubain à un prix beaucoup plus élevé que les prix du marché international. Ça restait des mécanismes de marché qui étaient eux-mêmes dépendants du fonctionnement du système mondial capitaliste. Vous comprenez? Donc, d'ailleurs, l'Union soviétique elle-même n'a pas pu économiquement s'autonomiser complètement du système mondial capitaliste. Okay? Elle est restée toujours, y compris sur des secteurs de production absolument fondamentaux, hein, par exemple dans l'énergie et des choses comme ça, elle est restée dépendante du marché mondial. Bon. Et troisièmement, c'est aussi mon point de vue, hein, disons, la lutte des classes, la révolution, ce n'est pas l'abolition de la lutte des classes. Hein. Enfin, peut-être que je dis une évidence, que vous le savez tous, mais ce n'est pas une idée si triviale. La lutte des classes a continué de perdurer dans la Révolution, dans l'exercice du pouvoir d'État,
par-delà la prise du pouvoir d'État. Okay ? Donc, l'affaire est complexe. On avait l'impérialisme en face, on avait le système mondial capitaliste en face, c'est pratiquement la même chose, mais sous sa facette économique, et on avait la lutte des classes à l'intérieur. Donc, un État a continué d'exister à Cuba, mais ce n'était plus du tout le même. Si on veut bien se souvenir de ce que dit Marx dans la critique du programme de Gotha, où il parle de fonction répressive, État à fonction répressive et État à fonction sociale, on a eu une destruction d'un État aux fonctions répressives à Cuba, c'est-à-dire l'État de Batista, pour aller vite, l'État de l'Ancien Régime. La Révolution a défait et dissous l'armée de l'Ancien Régime, la police, les partis politiques, tout. D'accord ? Et un nouvel État, un État qui s'est finalement revendiqué du socialisme, s'est réinstitué. Okay ? Un État dont les piliers étaient des fonctions sociales. Santé, éducation, très large services publics, alimentation à très bas prix, etc., etc. Le tout appuyé sur des organes du pouvoir populaire. Ce sont des concepts qu'on n'a toujours pas vraiment discutés des décennies après en France. Hein. Le pouvoir populaire. C'est très très important. Ça repose en particulier sur des organisations de masse. Qu'est-ce que c'est que ces organisations de masse ? Elles sont cornaquées par le pouvoir. Mais la CTC, elle n'est pas commandée par le comité central, hein. La Confédération des travailleurs de Cuba. La FMC, la Fédération des femmes cubaines, elle ne reçoit pas ses ordres du comité central. Hein. Elle a son autonomie. Les CDR, ils ont leur vie. D'accord ? Ce sont des réalités d'organisation. Les organisations de jeunesse, elles ont une réalité. Alors on peut nier tout ça, on peut dire tout ça c'est du baratin, c'est de la propagande gouvernementale cubaine et tout, mais je veux bien qu'on dise ça. Mais on passe à côté de l'essentiel. À côté, je le dis bien, de l'essentiel. Une révolution, ça ne tient pas par la force d'un dictateur. Une révolution, ça tient par un peuple qui la porte et qui porte aussi son gouvernement révolutionnaire. Ça, c'est une chose, j'insiste là-dessus. Si on ne comprend pas ça, c'est même pas la peine de parler de Cuba. Autre chose, et bon, j'en parlerai plus tard, de l'aspect démocratique, mais je n'aurai pas le temps, on en parlera dans le débat. Bon, je termine peut-être sur un point. L'État, donc. Et au-dessus de l'État, qu'est-ce qu'il y a ? Ben rien. Si, à Cuba, au-dessus de l'État, il y a le Parti communiste. Je dis bien au-dessus de l'État. Ce Parti communiste, il vient du premier Parti communiste de 1925, d'accord ? Qui s'est ensuite transformé en Parti socialiste populaire, le PSP, qui était révolutionnaire, et qui a eu une existence pour le moins tourmentée, à l'image de la vie politique de Cuba. Donc il est né au milieu des années 20, dans la clandestinité, évidemment. D'ailleurs, Mella a été assassiné quelques années après la création du PCC, alors qu'il était en exil au Mexique. Ensuite, le parti a été complètement persécuté dans les années 30, et pour cause, si je puis dire, puisqu'il est quand même en grande partie, si je puis dire, à l'origine de la constitution de Soviet en 1933. Donc il y a des mouvements insurrectionnels très forts à Cuba, et on a eu le drapeau rouge qui a flotté sur une trentaine de centrales sucrières, hein, en soutien à l'Union soviétique et tout. Hein. Donc c'est pas rien. Évidemment, le Parti communiste de Cuba avait lancé l'appel d'ordre, le mot d'ordre, création de soviets. Okay ? Face à la corruption du gouvernement, face à l'incapacité des partis à porter la revendication du peuple, soviète. Donc ça a abouti à ça. Ça a été réprimé d'une manière sanglante, évidemment. Batista était déjà dans l'affaire, dans ses répressions. Puis le parti a
est sorti de la clandestinité, donc front antifasciste oblige, la grande campagne de lutte contre le fascisme à l'échelle mondiale. Donc le Parti communiste de Cuba a même été le premier en Amérique latine à participer à un gouvernement de coalition dans les années 40. Okay, mais très vite, il est redevenu pourchassé. Il a été ensuite légalisé, mais on en profitait pour mieux tuer ses membres. Okay, comme on tuait d'ailleurs les membres de tous les mouvements, de toutes les organisations, de tous les syndicats, de tous les partis progressistes à Cuba. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, légalisation dans les années 50, persécution à nouveau, et entrée progressive au moment où la guérilla commence. 53, c'est la Moncada, puis 56, c'est l'arrivée de Fidel et des guérilleros. Donc là, le parti, une grande partie, disons, des membres du parti entrent dans la lutte, y compris pour certains dans la lutte armée, pas seulement en ville. Hein. Il y a eu aussi dans certaines régions de Cuba des luttes avec des mouvements paysans organisés par le Parti communiste. Bon. Tout allait bien pour sa direction? Non, pas du tout. En plus de la répression, il y avait deux problèmes majeurs. C'est-à-dire, l'autonomie du Parti communiste cubain était toujours bornée à gauche par un alignement sur la position soviétique, à droite par la position ça passait par les syndicats du sucre et tout ça en particulier, par la position du Parti communiste états-unien. Peut-être que vous savez qu'à l'époque, donc c'était Earl Browder, on parle de browderisme. Browder, lui, il s'est quand même distingué, donc c'était le secrétaire national du parti aux États-Unis. Il a d'abord prôné une collaboration avec l'impérialisme, et ensuite il a abandonné le marxisme-léninisme et il a fini par dissoudre le Parti communiste aux États-Unis. Okay, donc c'était ça, la ligne du PSP à Cuba. C'était d'un côté l'Union soviétique qui cornaquait beaucoup, de l'autre le Parti communiste des États-Unis qui périclitait. Face à une répression, parce que l'histoire du Parti communiste aux États-Unis, c'est pas une histoire de trahison, de pourriture et tout. Hein. C'est aussi une histoire héroïque que peut-être certains connaissent un peu. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait donc un problème majeur pour le Parti communiste cubain. Et après la Révolution, paradoxalement, ce Parti communiste cubain, il est devenu autonome. Il a pu définir sa ligne, évidemment. C'était même plus la peine de parler du Parti communiste aux États-Unis, c'était le Parti communiste des États-Unis qui essayait de courir derrière le Parti cubain, peu importe. Mais il arrivait à gagner, il a réussi à gagner son autonomie par rapport à l'Union soviétique. Pourquoi? Mais parce qu'il est devenu plus que lui-même, il est devenu beaucoup plus que lui-même. Par itérations successives, en particulier les organisations révolutionnaires intégrées 61, puis je vous passe les détails, il a pu aboutir à la création du nouveau Parti communiste de Cuba, 1965, qui, comme je viens de le dire, était beaucoup plus que lui-même. Évidemment qu'il y avait le PSP, il y avait aussi le directoire, c'est-à-dire, donc PSP, c'est les communistes, entre guillemets, historiques, ok? Rodriguez, Roa, tout ça. Raoul, le Risquette, bon voilà, c'est ces gens-là, ok? Certains étaient dans la guérilla, d'autres... Bon, c'était aussi important le directoire du 13 mars, donc c'était les fractions les plus radicales des étudiants, mais c'était aussi et surtout le mouvement du 26 juillet, c'est-à-dire la guérilla, qui était commandée militairement et politiquement par Fidel. Donc, si vous voulez, l'histoire du Parti communiste cubain, c'est une histoire qui comprend beaucoup plus que lui-même, puisqu'il y a le mouvement du 26 juillet, c'est-à-dire Fidel.
Ça veut dire quoi tout ça? Bien, ça veut dire que c'est précisément grâce à ça, c'est-à-dire, que le nouveau Parti communiste cubain de 1965 était beaucoup plus que le Parti communiste d'avant, c'était un parti élargi. 2, que toutes ces composantes qu'il avait intégrées étaient révolutionnaires, et comprenez bien que toutes ces composantes, y compris la composante originellement communiste, appelaient Fidel à les diriger. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Je pense que je n'exagère pas, que je ne mens pas, que je ne triche pas en disant ça. Parti beaucoup plus que les communistes, parti totalement révolutionnaire, parti qui accepte, qui réclame la direction de Fidel, c'est-à-dire le chef de la guérilla, à l'époque encore le chef du mouvement du 26 juillet. Voilà pourquoi ça a marché. Voilà pourquoi le PCC, le Parti communiste de Cuba, a pu gagner son autonomie par rapport à l'Union soviétique. Je veux dire, quand il y a eu la guerre en Angola, les Cubains n'obéissaient pas aux Soviétiques. Je vais presque vous dire que c'était plutôt les Soviétiques qui suivaient les Cubains. Des fois, ils traînaient les pieds. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours fourni les armes pour abattre l'apartheid. Quand les Cubains se sont battus, vous connaissez un peu ça, la Cuitocuanavale et tout ça. Ce sont des moments, j'en parle beaucoup dans le livre, des moments très importants de l'histoire universelle, comme Valmy, comme Stalingrad. Okay, les Soviétiques étaient plutôt derrière les Cubains. Donc le baratin sur les Cubains était commandé par les Soviétiques et tout, non mais il faut juste lire un livre, quoi. Il faut commencer par lire un livre sérieux sur l'histoire de Cuba pour arrêter de dire des bêtises comme ça. C'est exactement le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cuba, ce n'est pas un fragment de l'Union soviétique oublié, perdu aux Caraïbes. Cuba, la récupération des années 90, la récupération économique, l'a prouvé. L'attachement des Cubains au socialisme après la chute de l'Union soviétique l'a prouvé. Donc, je suis en train de vous dire, encore une fois, Cuba n'est pas le soviétisme. Le soviétisme, c'est fini, mais pas Cuba. Cuba, c'est pas fini. Ça, il faut vraiment le comprendre. Pardon de le dire, mais les camarades en France, beaucoup de camarades communistes, trotskistes, enfin bon, anarchistes, j'en parle même pas, mais bon, progressistes, ils ont mis des décennies à le comprendre. Et j'ai même peur que la majorité d'entre eux n'aient toujours pas compris. Le soviétisme est mort avec l'Union soviétique, mais pas le socialisme. Je vais même vous dire encore plus. Une autre chose, distincte de celle que je viens de dire. Fidel Castro est mort, mais la révolution cubaine est toujours là. C'est quoi? C'est un miracle? C'est un mystère? Non, non. Si on veut bien prendre au sérieux un tout petit peu ce que je vous dis depuis trop longtemps peut-être pour certains, mais depuis quelques longues minutes, vous le comprendrez mieux. La révolution est toujours là. La révolution cubaine est toujours debout. Elle se bat. Elle a besoin de solidarité. Elle a besoin surtout d'informations sérieuses pas de propagande. Il faut parler des problèmes, mais elle a besoin d'informations qui percent les murs de la propagande odieuse que nous imposent nos médias dominants contre la révolution cubaine. Vous comprenez? Voilà. Alors, bon, je voulais vous parler en point 6 de la démocratie, de la participation du peuple, en point 7 de l'internationalisme cubain, ce que j'appelle la révolution au-delà d'elle-même, en point 8 de la protection de l'environnement. Vous savez, Engels qui dit dans la dialectique de la nature que les forêts de Cuba ont été dévastées, que le capitalisme a saccagé les forêts primaires de Cuba. Bon, mais la révolution a permis d'inverser ce mouvement-là. Maintenant,
Cuba est parmi les pays qui reboisent le plus. Bon, enfin, je voulais vous parler en point 9 du fait qu'il n'y a pas de retour du capitalisme à Cuba, pour le moment. On ne peut pas parler. Évidemment qu'il y a des mécanismes de marché aux espaces démesurés. Évidemment qu'il y a des tendances inquiétantes, de mon point de vue, et qui peuvent mettre en péril non seulement les valeurs de la révolution, mais même ses fondements. Mais pour l'instant, on ne peut pas parler de retour du capitalisme à Cuba. Pas du tout, même. J'allais dire, contrairement à la Chine et dans une moindre mesure au Vietnam, où il est absolument évident que des capitalistes chinois existent et œuvrent, entre guillemets, en Chine. C'est une évidence. Moi, peut-être que certains connaissent ma position. Je pense qu'on peut toujours parler de socialisme en Chine. Il y a des capitalistes, mais pas de retour du capitalisme en Chine. Bon, peu importe, peu importe. Au Vietnam, c'est encore autre chose. Je dirais intermédiaire entre la Chine et Cuba. Bon, peu importe. Et je voulais, et c'est là peut-être, donc pas de retour du capitalisme à Cuba pour l'instant. Et je voulais terminer, comme ça on peut débattre un petit peu, je voulais terminer par les leçons que nous apporte pour nos luttes la révolution cubaine. Bon, il y en a beaucoup, je vais juste en retenir une. Cuba, quand l'Union soviétique est tombée, Cuba s'est retrouvé vraiment seul. Dire que ça a été dur à ce moment-là à Cuba, c'est-à-dire la période spéciale, c'est dur encore aujourd'hui, hein, très dur. Mais dire que ça a été dur au début, après la chute de l'Union soviétique, au début de la période spéciale à Cuba, c'est un euphémisme. Il a manqué de tout. Je vous présente dans le livre 100 indicateurs. 100. On peut en voir un ou deux truqués. On peut en voir une dizaine plus ou moins farfelus. 100. Quand 100 indicateurs d'organisation internationale, hein, j'ai oublié de préciser, pas du gouvernement cubain, hein, donnés par le PNUD, par l'UNICEF, par l'ONU, par la Banque mondiale, OK ? 100 indicateurs que j'ai pris parce que, je vais vous dire, l'éducation à Cuba, la santé à Cuba, bon, tout le monde le sait et puis tout le monde s'en fout un peu, hein, comme si c'était un truc normal. Non, c'est pas normal. C'est un truc extraordinaire qu'a construit Cuba. OK ? Alors je me suis dit, c'est un peu trop facile si je donne des indicateurs d'aujourd'hui, vous voyez, où il y a des Cubains partout dans le monde. La France, le gouvernement français, au premier semestre 2020, a imploré Cuba de lui envoyer des brigades médicales au Dom-Tom. Vous savez ça, au Dom, pardon. Vous savez ça, hein ? Il y a des Cubains qui sont venus soigner des Français dans des hôpitaux de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, incroyable, quoi. Ça aurait été trop facile de vous donner 100 indicateurs aujourd'hui. Je les ai pris au pire moment de l'histoire de Cuba. Pardon, non, pas le pire moment de l'histoire de Cuba. Je retire ça. Le pire moment de l'histoire de Cuba, c'était avant la Révolution. Le pire moment, peut-être, même si les premières années de la Révolution ont été extrêmement dures, en termes de pénurie et tout ça, les années 60, et de l'agressivité des États-Unis. J'ai pris l'année 1993, 1994, 1995. OK ? L'économie cubaine était au fond. Ils ont perdu 35% du PIB en 3 ans. Entre 90 et 93, moins 35%. Vous savez ce que c'est ? C'est inimaginable pour nous. De même que l'embargo est inimaginable. OK ? Une grève des raffineurs, et on croyait mourir à faire nos queues. OK ? Alors imaginez un embargo qui a depuis 1962. J'ai pris l'économie cubaine lorsque l'Union soviétique est tombée et lorsque les États-Unis leur a sauté à la gorge avec le durcissement de l'embargo et Torricelli. OK ?
93, 94, 95. Ça ne peut pas être pire. Je dis bien, ça ne peut pas être pire depuis le début de la Révolution. Et vous savez quoi? Vous le découvrirez dans le livre. Je vous jure que j'ai truqué aucun chiffre. J'ai travaillé des années à l'OCDE et j'ai vu comment on truquait les chiffres. J'aurais pu le faire. Je ne l'ai pas fait. Et oui, j'étais ami avec le responsable de... C'est mieux qu'on n'entende pas. Pardon Alain, pardon tous. Avec le directeur du département de statistique du centre de développement de l'OCDE, il m'a expliqué comment il truquait. Donc c'est facile de truquer des statistiques. Je vous jure que je ne les ai pas touchés. D'ailleurs, je donne la source, la page, tout. 100 indicateurs, Cuba comparé à tous les pays d'Amérique latine. Ben vous savez quoi? Y compris pour l'alimentation. Je vous garantis, vous êtes trop jeune, peut-être que vous avez... Oui, vous étiez tout petit pendant la période spéciale. Il n'y avait rien à bouffer. Hein. Enfin, il n'y avait pas grand-chose. Personne n'est mort. Hein. Aucun gosse est mort de faim à Cuba. Aucun gosse a dormi dehors pendant la période spéciale. Aucun hôpital a été fermé. Aucune école a été fermée. Aucun service public a été privatisé. Vous comprenez bien? Aucun marché financier a été créé à Cuba. Pendant la pire période de l'histoire de la Révolution, 93, 94, 95, Cuba est, pour les 100 indicateurs, toujours dans les 5 premiers de l'Amérique latine. C'est impossible. C'est impossible. Mais si, c'est possible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la FAO. Pour des indicateurs difficiles, hein, des indicateurs de mortalité infantile par malnutrition, par exemple. Je le sais intimement, ça. Je sais que ça a été très, très dur de passer ce cap-là à Cuba. Et les Cubains l'ont passé. Eh bien, je vous le dis, c'est la FAO qui l'affirme. Cuba était parmi les 5 meilleurs pays d'Amérique latine pour la comida, pour manger. Il n'y avait presque rien à bouffer. Et pourtant, on a réparti le peu qu'il y avait. Et au Mexique, mais c'est très riche le Mexique. Le Mexique, il rentrait dans l'ALENA avec les États-Unis. Mais regardez les statistiques de mortalité infantile par malnutrition au Mexique. C'est gigantesque. Au Brésil, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Pour 11 secteurs, santé, éducation, disparité, ville-campagne, conditions de la femme, recherche, infrastructure, 11 secteurs. Cuba est, d'après les organisations internationales qui ne sont pas vraiment favorables à la révolution cubaine, je dois vous le confier, systématiquement premier, deuxième, troisième, rare cas quatrième, rarissime cas cinquième pays meilleur classé de l'Amérique latine. J'ai rien d'autre à vous dire que ça. Je vous jure que je n'ai pas triché. Alors on l'explique comment? Par la dictature à Cuba, par les tortures, par les emprisonnements, par l'autoritarisme, par quoi? Non, on l'explique par le socialisme, voilà. C'est le socialisme qui a permis à ce peuple de ne pas mourir d'un génocide voulu, pensé, conçu à Washington, avec la complicité des alliés impérialistes des États-Unis. C'est le socialisme qui a sauvé le peuple cubain. Alors, on est étonné de le voir s'accrocher à son socialisme, et on est étonné que partout dans le monde, des masses gigantesques de travailleurs, de peuples, soutiennent la révolution cubaine. Moins chez nous, évidemment, on est au cœur de la contradiction. Même nous, de gauche, on est au cœur de l'impérialisme. On est agi d'une certaine manière dans l'intérêt de l'impérialisme, contre notre propre volonté. Alors qu'on ne le comprenne pas bien, c'est un peu normal. On a aussi notre bonne conscience à sauver.
Mais ce qui est certain, c'est que c'est le socialisme qui a sauvé Cuba de la mort, et ce peuple cubain défend encore son projet communiste de société. Voilà, je m'arrête là. Et la démocratie, l'internationalisme et tout, on peut en parler maintenant si vous voulez. Merci beaucoup à vous pour votre patience et votre...